dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Ces valeurs européennes, je le dis dans ce livre, ont été consumées elles aussi dans la fumée des crématoires. Et après, il fallait les reconstituer. 1948. L'ONU vient tout juste de voter un plan de partage de la Palestine, massivement soutenu par les pays occidentaux. Ce que la France, ce que l'Europe, ce que la civilisation d'Occident doivent à la large trace du peuple juif. À partir du début des années 80, à mon sens, le terme de judéo-chrétien, il envahit le langage politique. Nous sommes un pays judéo-chrétien. Oui, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. La France a des racines judéo-chrétiennes. Notre civilisation judéo-chrétienne. Et on l'emploie absolument à tort et à travers, mais qu'il a une utilité. Notre victoire, c'est la victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie. יש לנו מלחמה עצומה, עצימה ועצומה. ויש התקרבות, אנחנו הולכים להשתלט על כל שטחי הרצועה. Et la priorité est aujourd'hui, c'est d'arrêter cette volonté exterminatrice. Évidemment, une des façons de l'arrêter, je pense, c'est de déconstruire ce vocabulaire qui aide à l'extermination. Bonjour Sophie Bessis. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Sophie Bessis, vous êtes historienne, chercheuse, vous avez été journaliste, et de livre en livre, de texte en texte, vous proposez des réflexions, des analyses aussi exigeantes qu'accessibles, notamment sur les pays arabes, le Maghreb, la Tunisie en particulier, la condition des femmes, et toujours, j'ai envie de dire, avec un fil directeur, une préoccupation constante, que nous allons d'ailleurs d'une certaine manière partager aujourd'hui. Cette préoccupation, c'est celle de la relation de l'Occident aux autres, à ces autres, ou pour le dire autrement, à la figure de l'autre telle qu'il l'a construit dans son histoire, à travers l'histoire. Et si vous permettez, j'ai même écrit un livre qui s'appelle comme ça, qui est sorti en 2000, qui s'appelle L'Occident et les autres. L'Occident et les autres, histoire d'une suprématie. Tout à fait. Effectivement, j'allais en parler. Oui. Mais cette question, on va le voir au cours de notre échange, elle est fondamentale pour comprendre les implications et les conséquences désastreuses d'une expression à laquelle vous vous attaquez dans votre nouvel essai pour lequel j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Cet essai, c'est donc la civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture, que vous faites paraître aux éditions Les Liens qui libèrent. Cette expression que vous qualifiez d'imposture, elle inonde l'espace public, vous dites, et médiatique depuis au moins 40 ans, même si elle a des occurrences savantes qui remontent à des époques plus lointaines. Donc cet essai, présenté d'ailleurs, vous le rappeliez, comme un prolongement de l'Occident et les autres, histoire d'une suprématie. Dans cet essai, vous entendez déconstruire et démonter cette expression, vous le dites, devenue une référence hégémonique allant jusqu'à être reprise par de nombreux chefs d'État. On se souvient évidemment de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, qui font référence très souvent aux racines judéo-chrétiennes dans leur discours, mais aussi Benyamin Netanyahou ou Jordan Bardella, qui la déclinent ou l'instrumentalisent à leur manière. Bref, vous récusez la pertinence de cette expression, en particulier, dites-vous, après le 7 octobre, l'éclatement des massacres à Gaza et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, ma première question, elle est à la fois simple et générale. Dans ce contexte précis, Sophie Bessis, pourquoi il vous a semblé pertinent de poser la question de la pertinence de cette expression de civilisation judéo-chrétienne aujourd'hui? Que j'ai retrouvé d'ailleurs aujourd'hui en lisant je ne sais plus quel journal, encore un dirigeant occidental parlait de la défense de la civilisation judéo-chrétienne. Donc c'est une espèce de mantra que l'on retrouve partout. Et c'est en partie ma réponse à votre question, aucun dirigeant politique occidental aujourd'hui ne s'autorise à prononcer quelque discours que ce soit sur les questions de civilisation, sur les questions de culture, sur les questions géopolitiques, sans parler de civilisation judéo-chrétienne. C'est une espèce d'envahissement total. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai reprise. En fait, vous disiez à juste titre que c'est un prolongement de l'Occident et les autres. Pas tout à fait, mais j'avais abordé cette question en 2 ou 3 pages dans l'Occident et les autres, en me promettant d'y revenir un jour. Et puis les années, les décennies ont passé, et là je me suis dit, il y a quelques mois, qu'il était temps d'y revenir. Qu'il était temps d'y revenir parce que on nous rendait prisonniers de ce mantra, et on nous
contraignait, d'une certaine façon, à voir le monde à travers cette expression. Or, le monde échappe à cette expression. Et cette expression est une sorte de filtre pour lire le monde. Et ce filtre, en fait, nous donne à lire le monde d'une façon totalement erronée. Et c'est ça la question. Je pense que je vais beaucoup vous citer aujourd'hui, et vous dites ce danger mortel commence donc par les mots et finit par les bombes. J'ai envie de dire que c'est une analyse très précieuse pour qui s'interroge aujourd'hui sur le soutien inconditionnel de l'Occident, notamment à Israël, dans son entreprise génocidaire à Gaza, notamment à travers une lecture sur laquelle vous revenez beaucoup, qui est celle de présenter Israël, et on peut retrouver ça historiquement aussi dans le projet sioniste, comme un avant-poste de la civilisation judéo-chrétienne d'une certaine manière. Alors, à l'époque... De l'Occident, plutôt, oui, en Orient. De l'Europe, de l'Occident. Comme vous le disiez tout à l'heure très justement, le terme de judéo-chrétien, effectivement, est un terme qu'on peut retrouver dans des textes très anciens, mais qui était limité justement à ces occurrences, soit savantes, soit religieuses, soit théologiques. Voilà, effectivement, bon, il est évident que le christianisme est un avatar du judaïsme, comme le fut plus tard l'islam. D'ailleurs, c'est ce que je dis donc c'est un peu le triptyque monothéiste qu'il convient d'étudier. Mais ces occurrences savantes sont totalement oubliées aujourd'hui. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, par ceux qui emploient le terme de judéo-chrétien de façon inconsidérée, de façon incontinente, presque, dirais-je, pour être un peu vulgaire. Le sionisme à la Théodore Herzl, enfin, qui est l'inventeur, disons, du sionisme politique, n'emploie pas le terme de judéo-chrétien. Lui emploie le terme, il le dit très clairement dans l'État des Juifs, qui est le manifeste fondateur du sionisme à la fin du 19e siècle. Et il dit qu'effectivement, le foyer juif, ou le futur État des Juifs, tel qu'il le concevait, serait un bastion avancé de l'Occident en terre de barbarie. Voilà. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre pourquoi Herzl est si convaincu de cette mission de l'État juif dont il espérait la création et l'existence. D'abord parce que, à partir des Lumières et à partir du moment où les Juifs en Europe ont acquis les droits attachés à la citoyenneté, ce qui est très tardif, ça a commencé en France avec la Révolution française et ça s'est étalé tout au long du XIXe siècle, sauf en Russie, où les Juifs ont acquis la citoyenneté avec la Révolution d'octobre 17. Avant, ils ne l'avaient pas. Donc, vous voyez à quel point c'est tardif. Mais il y a une conséquence directe, en fait, de cette acquisition de la citoyenneté. Il ne faut pas oublier qu'avant le génocide nazi, 90% des Juifs vivaient en Europe. C'est l'immense majorité des Juifs vivaient en Europe. Et, en fait, avec l'acquisition des droits inhérents à la citoyenneté, les Juifs sont devenus des Européens. Ils n'étaient pas considérés comme des Européens avant. Ils étaient considérés comme des Orientaux, des gens venus d'ailleurs, d'Asie d'ailleurs, du Moyen-Orient. D'ailleurs, vous rappelez que la figure de l'altérité du Juif radical, tout à fait. A traversé les siècles, le Juif, c'est l'autre. L'anti-judaïsme. Le Juif en Europe, et puis par extension en Occident, quand les États-Unis se sont créés en tant que prolongement de l'Europe, au départ, évidemment. Et donc, le Juif était la figure de l'autre. Et petit à petit, il est devenu européen. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'antisémitisme a cessé en Europe, d'ailleurs. Mais il est devenu européen, c'est considéré comme un Européen à part entière, d'autant plus que, disons, dans tout le 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, l'intelligentsia juive a été évidemment une des productrices, disons, de la culture européenne de façon extrêmement profonde, très importante. Et dans la mesure... Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le contexte historique général. Le contexte historique général, c'est la colonisation. C'est l'impérialisme européen à partir, disons, allez, il faut toujours des dates. Certains donnent la date de l'expédition de Bonaparte, mais je pense que la date de la conquête de l'Algérie, du début de la conquête de l'Algérie,
est plus parlante et plus pertinente, c'est-à-dire 1830, le débarquement d'Alger, et à partir de là, bien sûr, l'impérialisme européen avait déjà commencé avec l'Angleterre, la conquête de l'Inde, etc. Mais à partir du début du 19e. Et donc, tout le 19e siècle est en pleine période coloniale. Et vous avez une conjonction de facteurs qui est extrêmement intéressante. Comme je vous l'ai dit, l'acquisition par les Juifs de la citoyenneté et par là même de l'européanité, si je peux employer ce terme. Ensuite, de quoi? C'est l'ère des nationalismes aussi. Faut pas oublier que le 19e siècle a inventé le nationalisme moderne. Et que donc le sionisme se situe dans ce contexte, c'est un nationalisme européen moderne. Et ensuite, troisième élément, comme je vous le disais, la dimension coloniale. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, il n'est pas honteux d'être colonialiste en Europe. Pas du tout. Hein, au contraire. Au contraire. Et donc, le sionisme d'un Theodor Herzl des premiers sionistes politiques, du congrès de Bâle, etc., c'est à la fois ce triptyque européen, nationaliste, colonial. Et c'est les trois pieds sur lesquels se fonde le sionisme moderne. Et on en retrouve évidemment les éléments au bout de un siècle et demi, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà. C'est un petit peu comme ça. Et donc, effectivement, c'était ce prolongement en terre orientale. À l'époque, les Européens, y compris les Juifs européens, évidemment, étaient convaincus de la supériorité de l'Europe. Et convaincus j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, convaincus de la barbarie de ces régions du sud de la Méditerranée. Et donc, voilà, le sionisme pouvait apporter la civilisation européenne au cœur de l'Orient. C'est vraiment très intéressant. Et cette notion donc qui s'impose aujourd'hui comme une évidence, hein, comme vous le rappelez, vous rappelez aussi qu'elle est quand même relativement récente et vous la datez du procès Eichmann. Ça commence. Enfin, c'est pas l'expression. Oui. C'est le procès Eichmann signe, si vous voulez, le début de la formulation de la culpabilité européenne dans le génocide. Disons qu'entre le procès Eichmann, c'est 1961 ou 62, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, et 1960, on peut dire, donc c'est 15 années, il n'y avait pas de conscience de la spécificité de la persécution des Juifs, de la spécificité du judéocide. Je ne veux pas dire par là, et je ne fais pas partie des gens qui ne parlent que du judéocide. Quand on parle du processus d'extermination nazie, il faut pas oublier les Roms. 1 million de Roms ont été exterminés par les nazis, sans parler de tous les autres. Mais c'est vrai que le judéocide a une spécificité dans le projet nazi d'extermination et de mise en esclavage de races inférieures, que je mets entre guillemets, bien sûr. Et donc, c'est à partir du procès Eichmann que on a commencé à nommer cette spécificité du judéocide, et partant de là, effectivement, plus tard, à partir du début des années 80, à mon sens, le terme de judéo-chrétien, qu'on n'employait pas au moment du procès Eichmann, vous ne le trouvez nulle part, ce terme de judéo-chrétien. À partir du début des années 80, comme je vous le disais tout à l'heure, il envahit le langage politique. Et on l'emploie absolument à tort et à travers. Mais parce qu'il a une utilité, nous y viendrons. Oui, et c'est cette utilité, on va en parler. Vous parlez du processus d'occultation, ce binôme qui amalgame en fait le judéo-christianisme, mais aussi une manière de faire l'impasse sur ce qui a pu structurer, en tout cas, l'histoire de l'Europe chrétienne, comme vous le rappelez, de l'antijudaïsme jusqu'à sa dimension paroxystique, avec le nazisme. J'aimerais bien que vous nous disiez un mot justement de ce processus d'occultation et de cette idée d'innocence perdue, restaurée par cette... Voilà. Je crois que c'est très important. Et si je devais réécrire aujourd'hui ce petit essai, je crois que je m'appesantirais davantage sur cette question-là, parce qu'elle me semble absolument centrale dans cet aveuglement volontaire, dans cette cécité volontaire de l'Europe vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Même si on commence à entendre quelques petits chuchotements. Oui.
Parce que ce n'est pas d'indignation. possible. Oui, une indignation bien timide, me semble-t-il, par rapport à l'ampleur des événements, mais passons là-dessus. Et donc, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je veux résumer rapidement cette histoire-là. L'Occident, l'Europe en particulier, mais l'Occident, il n'y a qu'à regarder la Constitution américaine, la Déclaration d'indépendance américaine et la Constitution américaine, s'est voulu porteur de ce qu'il appelle ses valeurs. Des valeurs humanistes, des valeurs universelles. C'est vrai que ces principes qui sont formulés, comme dit Hannah Arendt dans je ne sais plus lequel de ses textes, les droits de l'homme, elle dit, je crois, ont été formulés mais non garantis. Voilà. Ils ont été formulés par l'Europe, il faut lui reconnaître cela, mais n'ont pas été garantis, bien au contraire, puisque... Ils les appliquent de manière sélective. Voilà, appliqués de manière tout à fait sélective, et dont d'abord ont été violés systématiquement dans le processus colonial, bien entendu, où au contraire, le processus colonial s'est effectué au nom de ces valeurs. Il fallait civiliser les barbares. Et puis, évidemment, le nazisme, l'extermination et la complicité active ou passive de la quasi-totalité des pays européens et des États-Unis, puisqu'il ne faut pas oublier qu'entre les deux guerres mondiales, il y a eu un mouvement antisémite aux États-Unis extrêmement puissant, qui était représenté entre autres par un personnage que tout le monde connaît très bien, c'était Lindbergh, parce que c'était un grand aviateur, mais qui était chef des nazis américains. Il avait une admiration extraordinaire pour Hitler. Et donc, il a bien fallu, avec le procès Eichmann, entre autres, acter cette complicité active ou passive de la totalité, la quasi-totalité des pays européens, à commencer par la France de Vichy, bien sûr, à commencer, etc., etc. Et donc, ces valeurs européennes, je le dis dans ce livre, ont été consumées, elles aussi, dans la fumée des crématoires. Et après, il fallait les reconstituer. Il fallait retrouver ces valeurs. Donc, construire un nouveau discours sur ces valeurs. Quel a été ce nouveau discours? Dans la mesure où les Juifs avaient été les principales victimes du projet hitlérien d'extermination, parce qu'en fait, le génocide des Juifs d'Europe est un génocide réussi. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire que plus de 80... Bon, certains avaient fui, bien sûr, avant, mais 80% de la population juive européenne a été exterminée. Disons qu'au début du XXe siècle, il y avait 11 millions à peu près de Juifs en Europe. En gros. Il y a eu, à la fin du 19e, il y a eu beaucoup d'émigration vers les États-Unis pour fuir les pogroms, etc. Et les nazis en ont exterminé 6 millions. Ça fait que, donc, parmi ceux qui restaient, c'est une grande majorité des Juifs d'Europe qui ont été exterminés. Donc, il fallait reconstruire un discours. Et un discours appuyé sur des faits. Premier fait, reconnaître et aider à la création de l'État d'Israël. Bon. Par un faux amalgame, dirais-je, qui est que la création de l'État d'Israël laverait le crime. Et qui était le crime des crimes. Mais pas seulement l'aide à la création de l'État d'Israël, le soutien quasi inconditionnel à sa politique. Donc ça va plus loin que le soutien à la création. Et donc, pour revenir à cette question que vous posez sur l'innocence, parce que c'est ça qui est important, pour que l'Europe et l'Occident retrouvent les valeurs, il fallait aider la victime de la persécution nazie. Et donc, pour aider la victime de la persécution nazie, il faut qu'Israël demeure éternellement une victimaire. Voilà. C'est ce que vous dites. Je vais lire juste ce petit passage de votre livre pour que l'Occident puisse, qui va dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, pour que l'Occident puisse rétablir cette supériorité morale dont il a fait son apanage exclusif, mais que le nazisme avait fait plus qu'ébranler, il faut encore qu'Israël soit non seulement l'héritier de la victime, mais victime lui-même de toute éternité. Il fallait qu'il soit définitivement innocent et que jamais, quelles que soient ses actions, il ne passe dans le camp des bourreaux. C'est à cette condition que l'Occident a estimé pouvoir se laver de son crime.
Voilà, c'est quand même un passage très très fort qui revient à dire... Et d'ailleurs, je ne sais quelle personnalité, je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'était M. Séjourné, il y a quelques mois, qui était à l'époque, je crois, ministre des Affaires étrangères. Il a été très brièvement, je ne sais pas s'il était déjà commissaire européen, enfin peu importe, qui a dit, oui, bon, on peut critiquer la politique israélienne, mais il n'est pas possible de parler de génocide. Et en fait, il ne démontrait pas, et ceux qui disent qu'il n'est pas possible de parler de génocide ne démontrent pas pourquoi il serait impossible de parler de génocide. On ne peut pas. C'est une espèce de tautologie. De tabou, oui, voilà, sûr. c'est un tabou. Vous avez tout à fait raison. Parce que moi, je veux bien qu'on me démontre qu'on ne peut pas parler de génocide. Moi, je suis prête à écouter les gens qui disent non, voilà les raisons pour lesquelles il ne s'agit pas d'un génocide. Et à ce moment-là, il peut y avoir... Et d'ailleurs, oui, et vous allez même un petit peu plus loin parce que si on pousse un petit peu le raisonnement, vous dites même que la confusion entretenue entre l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est aussi une façon de défendre ce caractère victimaire indispensable pour maintenir l'innocence d'Israël. Tout à fait. C'est quand même très important dans le contexte actuel, notamment en France. Bien sûr. On essaie Alors c'est très compliqué cette histoire. Moi j'ai écrit plusieurs textes là, sur cette question-là, sur antisionisme, antisémitisme. Il ne faut pas oublier, première chose, c'est que l'antisionisme, et un livre a été écrit là-dessus il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an de cela à peu près, enfin, qui est un recueil de textes historiques, qui s'appelle l'antisionisme, une affaire juive. Parce que les premiers antisionistes, c'est des juifs. C'est-à-dire que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au judéocide nazi, la majorité des juifs étaient soit antisionistes, soit asionistes. C'est-à-dire, ils n'étaient pas forcément antisionistes, mais ils n'étaient pas sionistes non plus. Voilà. Et c'était la majorité des juifs. D'abord, ceux qui étaient assimilés, en disant, mais nous sommes français, allemands, britanniques, néerlandais, oui, nous sommes juifs, bien sûr, mais nous n'avons pas besoin d'une patrie spécifique, nous en avons une. Ça, donc, les assimilationnistes. Les internationalistes. Il ne faut pas oublier l'importance des Juifs dans le mouvement communiste international. Et donc, le mouvement communiste international, théoriquement, c'est un mouvement internationaliste. Donc, les Juifs communistes n'allaient pas se réfugier dans un autre nationalisme qui était le sionisme, eux qui avaient tant souffert des nationalismes antisémites de l'Europe. Et donc, en fait, la Deuxième Guerre mondiale change tout. Le génocide change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, d'abord, beaucoup de Juifs ont dit, bon, ben, il nous faut une nation spécifique, puisque personne ne nous acceptait qu'on nous extermine. Et les Européens ont donc aidé à la création de cette nation. Moi, j'ai toujours été convaincu que quelle qu'était la force du mouvement sioniste, avant l'extermination, avant la solution finale hitlérienne, il y aurait peut-être eu, comme le disait Arendt d'ailleurs, un foyer juif en Palestine. Mais je pense qu'il n'y aurait jamais eu d'État israélien, que la création d'Israël en tant qu'État est une conséquence directe du génocide. Incontestablement. Une conséquence directe du génocide. Le problème, et tout le problème qui arrive aujourd'hui à son paroxysme, c'est que on a fait porter la culpabilité de l'Europe à un peuple qui n'y était pour rien, et qui était le peuple palestinien. Voilà. Sous le prétexte, assez fallacieux, il faut bien le dire, du fait qu'un peuple, qu'est-ce que le peuple juif? C'est une question à laquelle à peu près personne n'a jamais réussi à répondre, d'ailleurs. Mais sous prétexte que ce peuple-là, que l'on n'a jamais réussi à réellement définir, devait retrouver sa terre ancestrale, qui était la Palestine. C'est un argument qui n'est pas recevable dans la mesure où si tous les peuples du monde voulaient revenir là où ils étaient il y a 2000 ans ou 3000 ans, ça serait quand même un sérieux foutoir, excusez-moi l'expression, sur notre planète. Voilà. Donc c'est pas recevable. Il peut y avoir d'autres arguments recevables, mais sûrement pas celui-là. Et allons encore un petit peu plus loin, parce que vous développiez autour de l'antisionisme. Vous parlez aussi d'un sionisme antisémite. Alors,
Aujourd'hui, Oui, c'est quand même tout très à fait. intéressant autour Tout à de fait. cette internationale d'extrême droite européenne, mais on peut même parler, vous parlez d'ailleurs d'une internationale d'alliance comme ça des extrêmes droites Absolument, européennes d'ailleurs on le voit tout le et temps. mondiales qui font preuve d'un philosémitisme qui est tout aussi inquiétant de votre point de vue. Et donc cette idée-là de sionisme antisémite, je la trouve très intéressante aussi, telle que vous l'avez Absolument. développée. Je vais revenir dans une minute. Pour revenir à antisémite, antisioniste, il est évident, il faut pas l'oublier, il faut lutter contre, que un certain nombre d'antisémites avérés se cachent derrière le concept vertueux d'antisionisme. L'antisionisme. Il faut pas oublier qu'il y a ça aussi. On dit plus qu'on est antisémite, c'est un petit peu honteux, donc on dit qu'on est antisioniste. Pour autant, il est évident qu'il est absolument scandaleux d'assimiler l'antisionisme à de l'antisémitisme, comme le font aujourd'hui la plupart des leaders occidentaux. C'est un pur scandale. Une proposition de loi va être déposée prochainement, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Oui, absolument. Absolument. J'ai suivi d'assez près cela. Évidemment, ce n'est pas le cas. On peut critiquer d'abord la politique de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, à mon avis, quand on ne critique pas ce que commet aujourd'hui le régime israélien actuel à Gaza, on se rend complice de ce qui s'y commet, quand on ne le dénonce pas. Parce qu'on est arrivé à un tel niveau d'horreur qu'on rend complice de ce qui s'y commet. Donc, il faut surtout pas assimiler cela. Et d'autant que il y a encore, aujourd'hui, des antisionistes juifs dont on ne veut pas reconnaître l'existence. C'est très intéressant. Si vous me permettez, il y a certaines personnalités de la communauté juive française qui, un peu tardivement à mon sens, ont exprimé leur réserve, on va dire, sur la politique, la guerre menée par Israël à Gaza. Certains ont même parlé de faillite morale de l'État d'Israël. C'est très bien, mieux vaut tard que jamais, on peut dire, bien sûr. Et je lisais dans un journal respectable que c'était la première fois que des Juifs, de personnalités juives, se critiquaient ce que commettait l'État d'Israël en Palestine et en particulier à Gaza. Ouais. Voilà. Et que très peu de personnalités juives avaient jusqu'ici critiqué. Or, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Et des gens très connus, médiatiquement parlant. Je ne vais citer personne pour ne fâcher personne, pour ne faire plaisir à personne. Mais enfin, ceux qui savent de quoi je parle. On en a reçu quelques-uns à Brest, donc. Voilà. Donc, et cela n'existe pas. Puisqu'on dit, ah non, il n'y en a pas eu. Et pour moi, et c'est pour rebondir sur la deuxième partie de votre question, c'est une forme d'antisémitisme. Pourquoi? C'est qu'en fait, les Juifs qui condamnent la politique israélienne, mais condamnent sur le fond, et pas seulement sur ces manifestations les plus paroxystiques, disons, c'est pas des vrais Juifs. Dans la conscience collective française, les vrais Juifs sont des gens qui sont profondément attachés à l'État d'Israël, qui sont des défenseurs de l'État d'Israël, mais qui de temps en temps disent non, là vous allez un peu trop loin. Bon, ça c'est des vrais bons Juifs. Et les autres, au fond, s'ils sont internationalistes, s'ils critiquent la notion de sionisme, s'ils essayent d'en percevoir les apories, eh bien, ce ne sont pas des vrais Juifs. Et il y a une forme de traîtrise, vous voulez dire? Voilà. Il y a une forme de traîtrise, tout à fait. C'est pas le bon Juif. Et cela rejoint la question que vous me posiez, c'est-à-dire du sionisme antisémite et de cet antisémitisme. On parle beaucoup aujourd'hui d'un antisémitisme d'atmosphère. Et au fond, les pays occidentaux et une grande partie de leurs opinions publiques sont passés d'un antisémitisme délirant à un philosémitisme tout à fait étonnant. Tout à fait étonnant. C'est-à-dire, le moindre mot sur la critique d'Israël, etc., c'est comment, attention, on est antisémite, etc. Et au fond, pour moi,
je sais que j'ai été critiqué pour ce faire, mais je persiste. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Cet antisémitisme. Alors, évidemment, pour la protection des Juifs, je préfère le philosémitisme à l'antisémitisme délirant. Mais ce sont pour autant les deux faces d'une même médaille. Parce que quel est le centre de cela ? C'est que le Juif n'est jamais quelqu'un comme les autres. Il est toujours exceptionnel. Voilà. Soit on le hait, soit on l'aime trop. Et le Juif n'a pas droit à l'indifférence. À l'indifférence, l'idée de... Et ça, je crois que c'est extrêmement dangereux. Et nous en arrivons aux sionistes antisémites. Par là. C'est-à-dire les extrêmes droites occidentales. Viktor Orban, bien sûr. Quand je vois aujourd'hui, prenons simplement un pays comme la France, quand je vois l'extrême droite française défendre Israël et dire toute parole antisémite est un scandale, l'antisionisme c'est de l'antisémitisme, etc. Si c'était pas aussi tragique, ça me ferait rire. Dans la mesure où ces partis sont d'abord, prenons le Rassemblement national, tout le monde sait que leur... Pas plus tard qu'hier, Marine Le Pen présentait son parti comme le meilleur protecteur des Français. Tout à fait. Alors que son ancêtre, le Front National, a été créé par d'anciens Waffen-SS quand même. Bon, c'est peut-être anecdotique aujourd'hui, mais il n'est pas inintéressant de le rappeler. Et que le fonds de commerce des extrêmes droites européennes, depuis la naissance de l'antisémitisme moderne au XIXe siècle, parce que je parle d'un anti-judaïsme chrétien et d'un antisémitisme moderne, qui n'ont pas tout à fait les mêmes paradigmes. Donc, depuis la naissance de l'antisémitisme moderne, un des socles, disons, de l'extrême droite, c'est l'antisémitisme. C'est un socle imparable, un socle que l'on retrouve partout. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qui est extrêmement intéressant, c'est que, au fond, cette extrême droite demeure antisémite, sans le dire. Enfin, quand on regarde les correspondances avec les mouvements identitaires, qui alors, eux, ne cachent pas leur antisémitisme. Les saluts nazis. Voilà, les saluts nazis, les croix gammées, les anagrammes pour glorifier la période hitlérienne. Qu'est-ce qui fait que ces mouvements se reconnaissent dans l'Israël d'aujourd'hui? C'est que l'extrême droite israélienne qui est au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'une extrême droite néofasciste? Employons des mots clairs, moi je n'ai pas peur du vocabulaire. Eh bien, ce sont les mêmes fondamentaux idéologiques qui les unissent. Qu'est-ce que sont ces fondamentaux idéologiques? La nation prise sur une base ethno-raciale ou ethno-religieuse, ça dépend. Mais c'est cette sacralisation de la vision ethnique de la nation. Et aujourd'hui, l'extrême droite a une vision ethnique de la nation, l'État-nation du peuple juif, selon la loi de 2018 qui a été votée par la Knesset. Et donc, évidemment, et si on prend toutes les extrêmes droites du monde aujourd'hui, que ce soit l'extrême droite française, M. Orban en Hongrie, d'autres un peu partout, et j'irai même plus loin, dépassons l'Europe. Narendra Modi en Inde, c'est une vision ethno-religieuse, c'est vouloir faire de l'Inde une nation exclusivement hindoue et rejeter tout ce qui n'est pas exclusivement hindou. On est sur les mêmes paramètres, sur les mêmes paradigmes. Et Israël doit être une nation exclusivement juive, l'État-nation du peuple juif, où donc 21% de la population, déjà pour commencer, sans parler du reste, 21% de la population qui sont des descendants de ceux qui n'ont pas fui, qui n'ont pas été expulsés en 1948. Donc, on les appelle les Arabes israéliens ou les Palestiniens d'Israël, cela dépend, mais constituent 21% de la population israélienne aujourd'hui. Alors, ils sont des citoyens de deuxième ou de troisième zone, évidemment. Et donc, c'est ça la parenté entre toutes les extrêmes droites. C'est cette vision exclusive de la nation qui reprend, disons, un paramètre fondamental de tous les nationalismes, c'est l'horreur absolue de la pluralité. C'est ça. Et j'en arrive, il y a ce autre élément commun et on va dire ennemi commun,
de ce que vous décrivez, c'est la figure contemporaine de l'altérité radicale, qui sont les Arabes, le monde arabo-musulman, même si, bien sûr, il est... Mais cette altérité a été construite. Et voilà, cette altérité radicale construite, puisqu'on parlait de l'altérité historique, du juif comme autre, qui a dominé les siècles. Et qui était l'oriental. Et qui était l'oriental aussi. On va y venir à la question de l'Orient. Je sais que vous y êtes très attaché et vous y consacrez de belles pages. Mais donc, ça me permet ici de rebondir sur les deux autres processus dont vous parlez, après l'occultation, dont on a compris cet enjambement par le binôme judéo-chrétien de l'antisémitisme et de son moment paroxystiste nazi, c'est l'exclusion et l'appropriation. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces deux processus? Tout à fait. L'appropriation, c'est très simple. Si je puis dire. Le judaïsme, c'est très intéressant dans la mesure où c'est le premier monothéisme. Même s'il y a mais je vais pas faire un cours d'histoire, des antécédents dans l'Égypte d'Akhenaton, dans la supériorité d'un dieu dans la religion phénicienne, etc. Bon, faut pas oublier que ce que a tendance d'ailleurs à oublier l'Occident, ce qui m'amuse toujours un petit peu quand on regarde les textes fondateurs, c'est qu'on oublie que le monothéisme est une invention de l'Orient. Le Dieu unique est une invention de l'Orient. Tout à fait. Et c'est pas une invention occidentale. Faut pas oublier que, si je prends l'exemple du nord de la France, le nord de la France a été évangélisé au 7e siècle, la Russie a été évangélisée au 10e siècle, donc, alors que l'Afrique du Nord était chrétienne au 1er siècle, 2e siècle. Donc, il faudrait revenir à l'histoire. Ce que les hommes politiques n'ont pas envie de faire, parce que l'histoire les démentirait. Et c'est ça la question. L'histoire leur dirait, vous racontez des mensonges. Alors effectivement, ils inventent des romans historiques. L'appropriation, donc le judaïsme, a inventé les universaux moraux, peut-on dire. Le tu ne tueras point, tu respecteras ton père et ta mère, tu ne feras pas à ton prochain, etc. C'est une invention du judaïsme. Le judaïsme, d'une certaine façon, et c'est son paradoxe peut-être, a formulé les universaux moraux du monothéisme et est resté une religion tribale, pourrait-on dire. Le judaïsme n'a pas eu de prétention en tant que religion à l'universalité. Et dire judéo-chrétien, c'est au fond de fondre aussi le judaïsme dans la chrétienté et de s'approprier l'invention de ces universaux. Donc, de dépouiller le judaïsme en tant que tel, en tant que religion, en tant que système de valeurs, comme toute religion est un système de valeurs, de dépouiller de ces inventions-là. Ça, c'est pour l'appropriation. Et donc, les Occidentaux peuvent dire tout vient de nous. Tout vient de nous. Si le judéo-christianisme est exclusivement occidental, nous avons tout inventé. L'expulsion, c'est évidemment l'expulsion de l'islam. Alors, je ne vais pas y revenir, parce que les rapports entre la chrétienté et l'islam ont une très longue histoire. Ont une histoire de 14 siècles, qui est l'émergence de l'islam au 7e siècle après Jésus-Christ. En tout cas, ils se connaissent. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils se connaissent depuis très longtemps. Contrairement à... Il est très important de le rappeler. Oui, tout à fait. Et que, jusqu'à l'impérialisme colonial, ça a été des relations extrêmement complexes, qui ont été faites à la fois d'hostilité, d'alliance, de méfiance, de confiance, et que donc, effectivement, ces musulmans-là, c'était des autres, incontestablement, pour la chrétienté européenne, mais c'était des autres avec qui on commerçait, avec qui on négociait, avec lesquels on pouvait passer des alliances politiques. Et il y avait une chose, c'était des autres. Mais on ne parlait pas d'infériorité. L'infériorité est une invention qui est concomitante à la colonisation. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas coloniser ses égaux. On ne peut que coloniser des inférieurs, bien sûr. Et que donc, si vous prenez tous les écrits jusqu'à l'époque, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, sur l'islam, on pouvait, je vous le dis, trouver cette religion aberrante, trouver
les Mahométans, comme on les appelait, sauvages, ils n'avaient pas les mêmes mœurs, mais pas inférieurs, d'autant que, effectivement, on savait que beaucoup de choses avaient été apportées par les Arabes au niveau des sciences, au niveau de la philosophie, etc. On était très, très au fait en Occident de cela. Il faut pas oublier que, malgré ces hostilités, les grandes langues savantes en Europe ont d'abord été l'hébreu et l'arabe. Bon, c'était des langues savantes, parce que par l'arabe, on est revenu à la Grèce ancienne, évidemment. Bon. Donc, 19e siècle, naissance de la nécessité absolue de faire des musulmans des inférieurs pour pouvoir les coloniser. Donc, ils sont devenus des inférieurs, à qu'à regarder toute la littérature de l'époque coloniale. À partir des indépendances et du grand mouvement tiers-mondiste, ils étaient plus tout à fait des inférieurs. Ils entraient de plein pied sur la scène internationale, les pays du sud de la Méditerranée. Et puis, il y a eu le judéo-chrétien, qui a été une autre façon d'expulser. Une autre façon d'expulser sur un oubli historique, là aussi, c'est que le monothéisme dit abrahamique a 3 piliers. Le judaïsme, si je le prends sur le plan chronologique, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Et judéo-chrétien, je dirais, est une espèce de tabouret boiteux quand on parle du monothéisme. C'est une espèce de tabouret boiteux parce qu'il lui manque le 3e pied qui est l'islam. Voilà. Et effectivement, donc, judéo-chrétien, c'est une façon d'expulser le 3e pied du monothéisme, qui est l'islam, et qui se réclame de ce qu'on pourrait appeler l'abrahamisme. Il ne faut pas oublier ce que nient absolument les tenants de cette civilisation judéo-chrétienne, qu'en matière religieuse, par exemple, le judaïsme et l'islam sont beaucoup plus proches l'un de l'autre que les deux du christianisme, et qu'il y a des parentés évidentes entre le judaïsme et l'islam, sans parler effectivement du fait que le Coran est en partie une lecture de la Bible, une lecture qui est de son temps, c'est-à-dire de son temps et de son lieu, qui est l'Arabie du 7e siècle, bien sûr. Mais les personnages de la Bible, les prophètes de la Bible sont omniprésents dans le Coran. Et donc évidemment qu'il s'agit d'une religion abrahamique. Ce que nient absolument tous ceux qui sacralisent par leurs paroles politiques ce concept de civilisation judéo-chrétienne. Et cette exclusion, donc, elle s'exprime aujourd'hui, on l'a bien compris, dans la lecture civilisationnelle, qui est... Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est tout à fait dans une logique de choc dans de la civilisation. barbarie, les musulmans dans la barbarie, et qui trouvent aussi ces conséquences désastreuses à Gaza, d'une certaine manière. Il y avait cette citation, effectivement, de Benjamin Netanyahou, d'ailleurs, que vous reprenez dans votre livre, qui va aussi dans ce sens, Notre victoire, qui résume un peu toute notre discussion, une déclaration qu'il a faite le 30 mai 2024 sur LCI. Notre victoire, c'est la victoire d'Israël contre l'antisémitisme, c'est la victoire de la civilisation judéo-chrétienne contre la barbarie, c'est la victoire de la France. Donc on a les 3 éléments dont on a parlé. Tout à fait. On évacue la dimension antisémite de l'histoire européenne. Complètement. On exclut donc le barbare, le musulman, et puis Israël, c'est le bastion avancé de l'Occident. C'est-à-dire ce qui va totalement à contresens de l'histoire. Totalement. C'est un contresens historique absolu. Maintenant, je voudrais quand même brièvement revenir sur quelque chose, c'est que le nationalisme arabe a aidé à cela. A aidé à cela dans quelle mesure? C'est-à-dire que, comme tout nationalisme, le nationalisme arabe, comme les autres, a exprimé son refus de la pluralité, de l'altérité. Je veux dire, en cela, il n'est pas exceptionnel, c'est un nationalisme banal. Et le nationalisme a son extrémisme, qui est ce refus de la pluralité, de l'altérité. C'est la raison pour laquelle la plupart des nationalismes, s'ils ne sont pas arrêtés à un moment, se terminent en fascisme.
Et aux dernières pages, vous parlez de ces diagonales des haines, justement, Tout à fait. et l'idée que effectivement, le monde arabo-musulman doit retrouver aussi sa part occidentale, sa part juive. Ça, tout à fait. Et j'aimerais qu'on vienne à la part orientale, hein, qui vous tient beaucoup à cœur. Elle me tient à cœur dans quelle mesure? Vous y avez consacré un très beau texte aussi, hein, que je recommande. Je vous écris d'une autre rive, lettre à Hannah Arendt, où vous vous consolez presque. Enfin, vous reprochez à la juive du Nord, qu'est Hannah Arendt, de ne pas avoir pris cette dimension-là, vous, en tant que juive arabe, telle que vous définissez. Bien sûr, c'est-à-dire que l'Europe et les intellectuels européens juifs, dont a fait partie de façon tout à fait éminente Hannah Arendt, même si elle est devenue américaine par obligation par la suite, ont complètement, totalement ignoré d'abord la part orientale du judaïsme. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, après tout, le monothéisme est une invention orientale. C'est bien d'ailleurs une grande partie du problème aujourd'hui, parce que si ce qu'est aujourd'hui Israël n'était pas, et cette région n'était pas le berceau des 3 grands monothéismes, ça serait peut-être moins tragique, mais seulement plus des 3/4 de la population mondiale se sont concernés par, si on prend le fait qu'il y a à peu près 1,5 milliard de musulmans et 1,5 milliard de chrétiens sur la planète, ou un peu plus de chrétiens, mais enfin, en gros, ce sont des ordres de grandeur. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, la moitié de la planète appartient, le judaïsme est démographiquement tout à fait marginal. Il y a moins de 20 millions de juifs dans le monde. Il y a 16 millions de juifs. C'est totalement marginal. Mais si on prend les chrétiens et les musulmans, ça fait quand même beaucoup de monde. Et donc, c'est pour ça que on a, d'une question politique, d'ailleurs, je fais une petite digression, d'une question politique, on a fait une question religieuse, du fait que l'islam et le christianisme sont nés dans cette région-là. Donc, les Européens, les intellectuels européens ont d'abord oublié cette part orientale fondamentale du judaïsme et ont oublié les Juifs d'Orient. Certes, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient minoritaires, démographiquement parlant, j'entends. Mais il ne faut pas tout de même oublier qu'ils ont apporté aussi bien au judaïsme que à la civilisation mondiale de grands penseurs, de grands poètes, de grands théologiens, etc. Je pense uniquement à l'Espagne, que l'on pourrait appeler judéo-musulmane d'ailleurs, puisqu'on parle du judéo-christianisme, on pourrait parler de l'Espagne judéo-musulmane, ou judéo-christiano-musulmane, ou enfin, on peut inverser les termes, c'est pas grave. Et ça, on a voulu totalement l'oublier. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les dirigeants israéliens peuvent se prévaloir d'être de purs occidentaux. Le problème, c'est que c'est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, près de la moitié de la population israélienne vient d'Orient, ou de ce qu'on appelle l'Orient. Parce que cela m'amuse toujours, qu'on appelle le Maghreb l'Orient, puisqu'on sait très bien qu'en arabe, le mot Maghreb veut dire l'Occident. Le couchant. Et que le Maroc s'appelle en arabe l'Occident extrême, le couchant extrême. Voilà. Maghreb al-Aqsa, ça, c'est vraiment le couchant extrême. Donc, mais enfin, tout ce qui n'est pas euro-américain, c'est l'Orient. Et on voit d'ailleurs à ce niveau-là que, au fond, l'Orient et le fantasme de l'Orient, de l'altérité, ça n'a rien à voir avec la géographie, en fait. Ça a à voir avec l'image que l'on se voit. La représentation. La représentation, ça a à voir avec la représentation. Donc voilà, effectivement, je pense que une des failles, il y en a beaucoup, de la création de l'État d'Israël, c'est que l'État d'Israël s'est voulu un morceau d'Occident au cœur de l'Orient, sans s'orientaliser, en refusant toute orientalisation possible. Et ça peut pas marcher, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut au moins, à supposer qu'un jour, il y ait une solution à ce problème, à cette question-là. Elle viendra un jour. De quelle manière, je n'en sais rien. Mais il est évident que ce que sera Israël, je ne sais pas si Israël restera Israël, si ce sera autre chose, je n'en sais rien. Et ce n'est pas à moi de le définir, d'ailleurs, politiquement parlant. Mais il est évident que cette population qui demeurera dans la région, sous
la seule chose dont je suis à peu près sûr, disons, c'est que la grande partie des Juifs israéliens d'aujourd'hui demeurera dans cette région. Est-ce que ce sera dans un État qui lui serait réservé? Est-ce que ce sera dans un État binational? Est-ce que ce sera dans une confédération? Est-ce que ce sera dans un seul État unitaire où tout le monde serait tous les gens seraient égaux? Je n'en sais rien. Ce n'est pas à moi de le décider. C'est d'abord aux Palestiniens, je pense, de savoir, de dire ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, il va bien falloir que d'une certaine façon, ils deviennent des orientaux. En tout cas, ça m'inspire ce que vous venez de dire. J'ai cette idée, un représentant palestinien à l'ONU, je crois, il y a maintenant quelques mois, avait eu cette phrase en disant: un jour, les massacres s'arrêteront, ils finiront bien s'arrêter, mais comment s'en remettre? C'est toute la question. C'est toute la question. Il a totalement raison. C'est toute la question qui nous préoccupe un peu aussi. Comment s'en remettre? C'est-à-dire, en combien de temps se remettons d'une pareille tragédie? D'autant que la destruction de Gaza aujourd'hui n'est pas, et tout le monde le dit, a raison, et la destruction d'une culture, d'une histoire, d'une mémoire, c'est-à-dire de tout ce qui fait les ingrédients dans lesquels un peuple se reconnaît. C'est-à-dire que il y aura d'une certaine façon, je ne sais pas laquelle, il y aura une Palestine, mais sur quoi va-t-elle s'appuyer? Sur quelle mémoire, sur quel passé, sur quelle va-t-elle s'appuyer? Ça va être très dur. Effectivement, un jour, les massacres s'arrêteront. Moi, j'ai toujours pensé que, contrairement peut-être à certaines, le récit national palestinien et le récit national israélien ne se rejoindront jamais. Ce ne sont pas les mêmes récits nationaux. Il ne pourra jamais y avoir un seul récit. Mais ils pourront, chacun devra accepter le récit de l'autre. Voilà. Quand, évidemment, il n'y aura plus cette volonté hégémonique de l'État d'Israël et qui, aujourd'hui, s'est transformée en volonté exterminatrice. Voilà. Ça, il faut le reconnaître. Et la priorité est aujourd'hui, c'est d'arrêter cette volonté exterminatrice, évidemment. C'est la priorité, bien voilà. sûr. Bien sûr, c'est la priorité. Et une des façons de l'arrêter, je pense, pour les intellectuels, en tout cas, dont je suis, je n'ai pas d'autre arme que celle-là, c'est de déconstruire ce vocabulaire qui aide à l'extermination. Vous n'avez pas d'autre arme que celle-là. D'ailleurs, c'était vraiment sur cette idée-là que je voulais un peu qu'on termine cet entretien, parce que dans un autre texte, il y a moins d'1 an, il me semble, qui s'appelait « Paroles pour une paix en terre de Palestine », vous aviez un texte un peu... un peu désespéré, oui, voilà, où vous acheviez en disant que vous avez passé votre vie presque à écrire sur la Palestine et que du coup vous n'écrirez plus parce que les mots finalement... Vous voyez, je continue. Mais voilà, non seulement vous continuez, mais pour notre plus grand bonheur, puisque c'est ce que vous... Et d'ailleurs, les dernières pages de votre livre, vous le dites, c'est une entreprise aussi de démystification et de déconstruction qui est absolument nécessaire. En tout cas, c'est à notre niveau, c'est ce qu'on fait aussi, c'est ce qu'on essaie de faire aussi à Blas, de décrypter, de comprendre, d'historiciser. Ça a été un mot très difficile à implanter dans le champ médiatique, l'historicisation, puisqu'il a été... C'est indispensable. Puisqu'il a été confondu avec justification. De ce côté-là, vous faites un travail indispensable, me semble-t-il. Bah écoutez, on essaye en tout cas. Et donc voilà, je vais terminer avec vos derniers mots, parce que je pense qu'ils sont très importants. Au fond, cet objet judéo-chrétien, dont le contenu n'a jamais été exactement défini, se caractérise par une plasticité autorisant toutes les utilisations, trop commode pour trop de monde pour disparaître du paysage, servant depuis quelques décennies à occulter, à posséder et à exclure. Il a certainement encore de beaux jours devant lui. Il servira à brouiller les pistes de réconciliation possibles et à empêcher de lire l'histoire, toute l'histoire, sans œillère ni construction idéologique, n'ayant pour but que de rendre inguérissables les fractures d'aujourd'hui. Cet essai de déconstruction que j'ai tenté d'entreprendre a, l'inverse, pour objectif, celui de retisser les liens rompus de toutes parts et de rebâtir du vivant et du réel à la place des exclusions mortifères que proposent à leur peuple tous les entrepreneurs identitaires du Nord et du Sud, réunis dans leur refus de l'autre, du complexe et du divers, c'est-à-dire dans le refus de toute paix possible.
Voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je pense que c'est assez précieux et j'invite donc, en tout cas, les gens qui nous regardent à vraiment se procurer ce texte, à le lire. C'est un outil, c'est une arme. Et à notre niveau, en tout cas, je l'ai conçu un peu comme spectateur impuissant, on peut agir aussi de cette manière. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie Bessis, pour... Merci à vous de m'avoir reçu. Voilà. Et à très bientôt, j'espère, sur Blast.